Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur Al24 News pour ce 13h à la une de l'actualité de ce lundi 27 décembre. Rien ne va plus au sommet du gouvernement somalien. Le président Mohamed Abdullahi Mohamed a annoncé aujourd'hui la suspension du Premier ministre, une décision jugée inconstitutionnelle par Mohamed Hussein Roble. Conflit russo-ukrainien, le secrétaire général de l'Alliance Atlantique et selon des sources occidentales annonce une réunion pour le 12 janvier prochain entre la Russie et l'OTAN. Économie, la 35e édition du salon Sihar Taman Rasset a ouvert ses portes hier. Zoom sur cet événement dans cette édition. Et puis sport football dans le cadre de la préparation de l'équipe nationale algérienne pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun. Départ aujourd'hui d'une partie du groupe vers Paris avant de rallier Doha au Qatar. Mais avant d'entamer l'actualité internationale, le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani entame aujourd'hui une visite d'État de 3 jours en Algérie sur invitation du président de la République algérienne Abdelmadjid Tebboune. La visite intervient dans le cadre du renforcement des relations bilatérales et du raffermissement de la coopération au mieux des intérêts des deux pays. Et en parlant de diplomatie, justement, la diplomatie algérienne a joué un rôle important de médiation pour la résolution des crises et conflits internationaux et régionaux, et ce depuis l'indépendance, en s'appuyant sur un nombre de fondements et principes qui constituent la doctrine de sa politique extérieure. Le forum Al-Moudjahada a organisé justement hier une conférence autour de la thématique du redéploiement diplomatique mené par l'État algérien. Sofiane Barouti. Le directeur d'Al-Moudjahid, Mohamed Koursi, a ouvert la session en attirant l'attention sur les deux pivots de l'action internationale algérienne que sont, selon lui, les principes et les intérêts. La parole a été ensuite cédée au conférencier, professeur associé à l'école de journalisme et fin connaisseur du dispositif diplomatique algérien. De par son potentiel, de par son positionnement géopolitique et géostratégique, elle a toutes les capacités pour être un pays pivot sur plusieurs ensembles, plusieurs espaces géopolitiques, maghrébins, africains, arabes et même méditerranéens. Makhlouf Sahel, expert en sciences politiques et relations internationales, a commencé par aborder la nouvelle approche que le président de la République a mise en œuvre pour passer d'une diplomatie de réaction vers un nouveau redéploiement marqué par un repositionnement dynamique et une influence active sur les niveaux bilatéraux et multilatéraux. Le conférencier a ensuite abordé le référentiel et la doctrine diplomatique algérienne forgée par les pères fondateurs à la conférence de Bandung en 1955 et émanant, à l'image de l'État national algérien, de la déclaration du 1er novembre 1954, cadre du mouvement de libération nationale et de l'État indépendant moderne. La présence de la délégation algérienne dans le cadre de cette conférence a constitué le premier noyau par lequel la diplomatie algérienne, lors de notre évolution, a commencé à démontrer ce qu'elle pouvait faire. Quand on sait que la délégation algérienne était emmenée par des jeunes diplomates, mais qui étaient brillants, je citerai à titre d'exemple Mohamed Yazid, Aït Ahmed et Ben Yahya, Allah yarhamhum. Enfin, le professeur Sahel a conclu en analysant la conjoncture chrysogène que vivent les espaces géopolitiques africains, arabes et méditerranéens de l'Algérie. La crise libyenne et malienne et le rôle capital que joue notre pays, l'alliance belliqueuse entre la monarchie marocaine et l'entité sioniste qui pèse sur la région, ainsi que les problématiques du narcotrafic ou encore du terrorisme ont été traitées. Makhlouf Sahel a également examiné, afin de mettre la lumière sur les enjeux et les velléités de résolution politique et pacifique initiées par la diplomatie algérienne, se voulant un facteur de stabilité respectant la souveraineté nationale des pays. Pour conclure, l'attention a été attirée sur l'attachement de la diplomatie algérienne au respect du droit international ainsi qu'au soutien des causes justes
En premier lieu, la cause de la libération des peuples colonisés du Sahara occidental et de Palestine. Dans l'actualité internationale, les unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont exécuté de nouvelles attaques contre des positions des forces de l'occupant marocain le long du mur de la honte, a indiqué dimanche le ministère sahraoui de la Défense. Selon le communiqué rapporté par l'agence de presse sahraoui, des unités avancées de l'APLS ont exécuté dimanche des attaques ciblant les retranchements des forces de l'occupant marocain dans les régions d'Oudi Damran, d'Oudi Arqaba et dans le secteur de Mahbes. Rien ne va plus au sommet du gouvernement somalien. Le président Mohamed Abdullahi Mohamed a annoncé aujourd'hui la suspension du Premier ministre Mohamed Hussein Roble, qui a aussitôt jugé cette décision inconstitutionnelle dans le cadre d'un conflit sur l'organisation d'élections longtemps retardées dans ce pays. Iman Merat. Les tensions entre le président somalien Mohamed Abdullahi Mohamed et son premier ministre Mohamed Hussein Roble sont plus que palpables. En effet, dimanche, le premier ministre a accusé le chef de l'État somalien de mettre en péril le processus électoral, après que celui-ci ait décidé de l'écarter de l'organisation des élections. Des élections longuement escomptées et à la genèse d'une grave impasse institutionnelle. Suite à cette polémique, le président somalien a démis de leurs fonctions le premier ministre Mohamed Hussein Roble et le commandant des forces navales Abbas Amin Ali, a-t-on appris ce lundi matin dans un communiqué rendu public. Le président a décidé de suspendre le premier ministre Mohamed Hussein Roble et de mettre fin à ses pouvoirs à partir du moment où il est lié à la corruption. Pour rappel, le mandat présidentiel de Mohamed Abdullahi Mohamed a expiré le 8 février dernier et qu'aucun compromis n'a pu voir le jour pour l'organisation des élections, donnant naissance à des affrontements armés dès l'annonce de la prolongation de son mandat. Pour certains observateurs, la crise au sommet de l'État somalien et la difficulté d'organiser des élections détournent l'attention des véritables problèmes dont fait face la Somalie, notamment la révolte de Shebab qui menace la stabilité du pays depuis 2007. Et les États-Unis et le Royaume-Uni ont appelé lundi les dirigeants somaliens à prendre des mesures immédiates pour désamorcer les tensions dans la capitale Mogadiscio après l'escalade du conflit entre les deux dirigeants. Le bilan de l'attaque kamikaze à Beni dans l'est de la République démocratique du Congo a été revu à la hausse. Il passe à 7 morts et 20 blessés selon les autorités locales. Les autorités qui accusent les rebelles des forces démocratiques alliées d'être derrière cet attentat. En Guinée, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a reçu la feuille de route de transition de la part du Premier ministre guinéen. Même si cette feuille de route ne comporte pas de chronogramme de la transition, elle comprend néanmoins 5 axes prioritaires. Sohila Kilal. La feuille de route du gouvernement guinéen a été dévoilée par le Premier ministre Mohamed Beavogui au président de la transition, le colonel Doumbouya, qui a renouvelé sa confiance à son chef du gouvernement. Cette feuille de route qui comprend 5 axes prioritaires dans la rectification institutionnelle, le cadre macroéconomique et financier, le cadre légal de la gouvernance, ne comporte pas de chronogramme de la transition. Le président du Parti des démocrates pour l'espoir, Ousmane Kaba, a estimé, je cite, « C'est une bonne chose que le Premier ministre présente une feuille de route, parce que cela sert au moins à savoir quel est le programme de la transition, celle qui est perçue par le Premier ministre et qui va être mise en application. Donc c'est une étape importante. » L'opposition de son côté appelle le président de la transition à donner un chronogramme clair car elle estime urgent d'organiser des élections rapidement. Le directeur du Centre d'analyse et d'études stratégiques de Guinée, Mamadou Alioubari, estime lui que ne pas fixer de durée pour la transition est une incohérence. La formation du Conseil national de la transition, la rédaction de la nouvelle constitution et la mise en place de l'organe de gestion des élections sont les prochaines étapes à franchir par le gouvernement guinéen. Deuil national de 2 jours à partir d'aujourd'hui au Burkina Faso après une embuscade dans le nord du pays qui a fait 41 morts jeudi, dont des civils et des supplétifs de l'armée. L'attaque s'est produite à une vingtaine de kilomètres de Oyoguéya,
dans le nord du pays. Elle est la plus meurtrière depuis celle d'Inata en novembre dernier, où 57 personnes, dont 53 gendarmes, avaient été tués, suscitant l'exaspération de la population et poussant le président burkinabé à remanier le gouvernement quelques semaines plus tard. Et un hommage à présent à celui qui est considéré comme l'icône de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, l'archevêque prix Nobel de la paix Desmond Tutu, décédé hier à l'âge de 90 ans. Retour sur le parcours de cette icône avec Tinhinan Makassi. Sa vie se raconte comme celle d'une légende humaniste ou d'un super-héros des temps modernes. Au chevet des sans-voix, avant-gardiste de toutes les luttes pour un monde meilleur, Desmond Tutu, ou l'un des derniers Mohicans du XXIe siècle. Il prend conscience très vite de la condition des gens de couleur en Afrique du Sud. Dès son jeune âge, il fait de la lutte anti-apartheid son cheval de bataille. Homme de foi, mais surtout de conviction, il consacrera sa vie à prêcher la paix et la justice sociale. Pour tous ses engagements, que ce soit en Afrique du Sud et dans le monde, il obtient le prix Nobel de la paix et fait de sa notoriété mondiale une tribune pour la libération des peuples, notamment la Palestine. Il ne cessera de dénoncer les crimes de guerre, là-bas et ailleurs. Il sera toute sa vie la conscience d'un monde qui refuse de parler des opprimés et qui choisit ses causes. Son sourire légendaire était sa force. Son visage angélique attirait la sympathie de tous ceux qui le rencontrent. Ses positions courageuses dérangent ses détracteurs, pour la plupart des lobbies sionistes, qui l'accusent d'antisémitisme. Celui qui nommera l'Afrique du Sud la nation arc-en-ciel s'en va rejoindre ses compagnons de lutte au monde des cieux, laissant l'amour, l'espoir, la militance comme patrimoine commun à tous les enfants du continent africain. Annoncé samedi, la coalition militaire emmenée par l'Arabie saoudite au Yémen a affirmé dimanche avoir visé des positions des Houthis dans la capitale Sanaa. La coalition qui a affirmé avoir détruit des entrepôts d'armes dans la capitale tenue par les Houthis, a rapporté l'agence officielle saoudienne. Et la Palestine qui enregistre 35 nouveaux cas de contamination du nouveau variant Omicron selon le porte-parole du ministère de la Santé, Kamal Sakhra. Passons à présent aux États-Unis pour lutter contre la reprise de l'épidémie. La ville de New York lance la vaccination obligatoire en entreprise, une mesure qui entre en vigueur à partir d'aujourd'hui. New York toujours, où le nombre d'hospitalisations chez les enfants de moins de 5 ans a explosé. Le nombre a tout simplement quadruplé entre la semaine du 5 décembre et celle du 19 décembre. Le département de la santé de l'État de New York a déclaré que ses services surveillaient de près cette tendance. Covid toujours, la vaccination contre le Covid justement est obligatoire aux Comores depuis jeudi. Toute personne majeure contrôlée par les forces de l'ordre sans sa carte de vaccination à jour est emmenée à la gendarmerie pour y être vaccinée. 5 jours de congés payés ont été octroyés par décret présidentiel afin de permettre à tous de rentrer dans leur localité d'origine afin de recevoir le vaccin. Les rues de plusieurs villes ont donc été désertées par les non-vaccinés de peur de se faire vacciner de force. En Europe, dans les derniers jours de son règne, le gouvernement d'Angela Merkel a approuvé à la dernière minute plus de 4 milliards d'euros de vente d'armes de guerre à des pays étrangers. Le nouveau chancelier Olaf Scholz, qui était à l'époque ministre des Finances, essuie une vague de critiques par la nouvelle coalition actuellement au pouvoir. Souhila Akilal. Plus de 4 milliards d'euros de vente d'armes de guerre et d'équipements militaires à des clients étrangers ont été approuvés par l'Allemagne dans les derniers jours du gouvernement d'Angela Merkel, le bénéficiaire principal étant l'Égypte. Les contrats de vente d'armes ont permis à l'Allemagne d'engranger pas moins de 9 milliards d'euros, rien que pour l'année 2021. Concrètement, il s'agit de la délivrance d'autorisations d'exportation attendues par des entreprises allemandes pour livrer des frégates et des systèmes de défense anti-aériens à l'Égypte notamment.
Olaf Scholz, le successeur d'Angela Merkel à la chancellerie allemande, était précisément le ministre des Finances du précédent gouvernement qui a approuvé à la hâte ces exportations. Ce dernier essuie ces derniers jours des critiques de part et d'autre en Allemagne. La nouvelle ministre des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, appelle à l'instauration d'une loi plus sévère sur les exportations d'armes, notamment pour contrôler les véritables destinataires. Les voix qui s'élèvent en Allemagne craignent de voir l'Égypte, deuxième client dans les acquisitions d'armements allemands, utiliser ces acquisitions dans les conflits régionaux. Le précédent niveau le plus élevé de licence d'exportation d'armes avait été atteint en 2019 avec l'expédition de matériel militaire allemand d'une valeur de 8 milliards d'euros dans le monde. Et après plus d'un mois d'accusations mutuelles entre la Russie et l'OTAN, le secrétaire général de l'Alliance Atlantique et selon des sources occidentales annonce une réunion pour le 12 janvier prochain. Une probable réunion dans un contexte tendu entre les deux parties. Les détails avec Amin Touta. Des démonstrations de bras de fer aux tentatives d'apaisement. Les événements s'enchaînent entre Moscou et l'OTAN. Le secrétaire général de l'Alliance Atlantique, Jens Stoltenberg, a décidé de réunir pour le 12 janvier prochain un conseil OTAN-Russie, en parallèle des contacts avec Moscou, selon des médias européens. Un pas en avant au milieu d'une tempête qui a secoué les relations entre les deux parties ces derniers mois, en raison de manœuvres russes à proximité de la frontière ukrainienne. De son côté, le Kremlin a accusé l'OTAN de vouloir s'élargir à l'est du continent et les pays de l'ex-URSS. L'initiative occidentale est la première depuis l'annonce russe des exigences concernant les garanties sécuritaires occidentales et l'engagement de l'Alliance à ne pas s'élargir dans l'est du continent. Constat révélé par le président Vladimir Poutine au cours de la conférence de presse annuelle. Cette déclaration intervient 24 heures après la décision de Moscou de la fin des exercices militaires qui ont duré plus d'un mois près de la frontière ukrainienne et le retrait de plus de 10 000 de ses soldats de la zone d'exercice. Pour rappel, à la date prévue du 12 janvier 2022, aura lieu une réunion du comité militaire de l'OTAN, rassemblant les chefs d'état-major des pays membres. Et au large de la Grèce, sur l'île de Crète, un double séisme a été ressenti dimanche. Le plus puissant a été d'une magnitude de 5,4 sur l'échelle du Richter, a annoncé l'Observatoire d'Athènes. L'épicentre du séisme le plus puissant était situé à une profondeur de 10 km en mer, à 45 km au sud de l'île de Kazos, et a eu lieu à 19h heure locale, selon un communiqué. Plus de peur que de mal. Pas beaucoup de dégâts ont été signalés. Et ce phénomène en Équateur, les dolines font régulièrement la une de la presse et touchent 22 des 24 provinces du pays. Ce sont ces gouffres géants qui, pour des raisons naturelles ou pas, s'ouvrent soudainement dans le sol, parfois en plein cœur des villes. Depuis le début de l'année, 93 dolines ont été recensées contre 59 l'année précédente. La dernière doline en date a détruit mercredi dernier une demi-douzaine de maisons et une route près du village andin du Chimbo. L'affaissement de terrain a eu lieu en pleine nuit, provoquant la panique de la population. Après le Brésil, c'est la Bolivie qui est touchée par des inondations. Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur une grande partie du pays ont fait 13 morts et 1 millier de familles sinistrées, selon des chiffres officiels rendus publics dimanche par le vice-ministre de la Défense civile Juan Carlos Calvi-Montes. Plus de 70 milliards de dollars de dégâts dans le monde. C'est le bilan des 10 catastrophes météorologiques les plus coûteuses en 2021. L'ONG britannique Christian Aid a dévoilé son rapport annuel qui se base uniquement sur les dommages assurés année par année. Ce document reflète le poids financier toujours plus important du changement climatique. Pékin a nommé au Xinjiang un nouveau responsable pour remplacer son homme, le gouverneur à l'origine de la répression des Ouïghours dans la région. Chen Quanguo a été placé récemment sur la liste noire américaine au moment où le traitement du dossier des Ouïghours cristallise les tensions entre la Chine et les Occidentaux.
Suite à la découverte macabre d'une trentaine de corps calcinés dans des véhicules en Birmanie, le secrétaire général adjoint des Nations Unies, Martin Griffiths, a condamné le massacre. Il a appelé par la même occasion les autorités à lancer immédiatement une enquête sérieuse et transparente. Retour au pays pour parler économie. La 35e édition du Salon Assihar qui s'est ouvert hier à Tamanrasset semble déjà tenir toutes ses promesses. Les participants à cette manifestation économique veulent contribuer à leur manière à la promotion du commerce extérieur de l'Algérie et tenter de trouver de nouveaux débouchés à leurs produits en terre africaine. Zoom sur cet événement avec Kherdin Battash. L'ouverture de nouvelles perspectives économiques et la consolidation des liens commerciaux avec les pays du voisinage. C'est tout l'enjeu de la 35e édition du Salon Assihar de Tamanrasset. Inauguré par le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations Kamal Rezik, l'édition 2021 a été plus riche en termes de participation par rapport aux éditions précédentes, avec la présence cette année de 150 opérateurs dans le domaine de l'exportation et 100 exposants de produits divers. Il ne vous aura pas échappé que l'édition de cette année dépasse de loin les précédentes en termes de participation. C'est un message fort de la part du gouvernement algérien sur l'importance stratégique de cette région, qui n'est autre qu'une porte vers l'Afrique. La présence massive d'exposants issus de divers secteurs témoigne quant à elle de l'engouement de nos opérateurs pour le marché africain. Mais point de commerce sans infrastructure logistique digne de ce nom. Le groupe Logitrans a inauguré une nouvelle base à Tamanrasset afin de contribuer potentiellement à la promotion des exportations aux hydrocarbures qui ont atteint les 4,5 milliards de dollars en 2021 et de multiplier les brèches vers l'Afrique subsaharienne et centrale. S'agissant de la promotion de l'exportation, cette base logistique nous permettra de renforcer les opérations menées vers l'Afrique, car il s'agit en réalité d'un centre frontalier qui prendra en charge toutes les procédures. Il s'agit également d'un moyen de faciliter et de simplifier les démarches administratives. Placée sous le signe de Tamanrasset, portail du marché africain, la manifestation de l'Assihar se veut un creuset d'opportunités d'affaires, permettant aux exportateurs et opérateurs économiques de faire connaître leurs produits aux partenaires africains. À noter que des opérateurs étrangers issus de Mauritanie, Niger, Mali et de République arabe sahraouite démocratique prennent part à ce rendez-vous économique et commercial, pour lequel ont été consacrées 3 aires d'exposition et de promotion. Petit voyage dans l'espace à présent, le télescope spatial James Webb, attendu depuis 30 ans par les astronomes du monde entier, a décollé avec une fusée Ariane 5 samedi pour rejoindre son poste d'observation à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Iman Merat. Ce sont là les paroles de Greg Robinson, le directeur du programme Webb. Je suis curieux de savoir ce qui se passe là-bas. D'où venons-nous? Quelle est notre place dans l'univers? Le plus puissant télescope au monde construit à ce jour, le télescope spatial James Webb, a été mis en orbite avec un grand succès samedi 25 décembre. Après plus d'une trentaine d'années de développement et d'infini retard, ce lancement marquera l'exorde de la mission du télescope Webb. Présenté comme le successeur de l'emblématique télescope spatial Hubble, conçu pour étudier les premiers jours de l'univers, environ 100 millions d'années après le Big Bang, lorsque les premières étoiles se sont allumées dans le cosmos. L'observatoire, estimé à 10 milliards de dollars de la taille d'un terrain de tennis, a été lancé au sommet d'une fusée Ariane depuis un port spatial européen en Guyane française, plus précisément à Kourou. Le télescope spatial James Webb entame son pénible périple d'une durée d'1 mois vers son orbite désignée autour du Soleil, à plus d'1 million de kilomètres de la planète Terre. Alors que Webb se dirige vers sa destination finale, des éléments clés de l'observatoire qui ont été repliés pour s'adapter à l'intérieur de la fusée devront se déployer dans l'espace. Les manœuvres risquées et minutieusement chorégraphiées sont d'une extrême complexité et nécessitent une telle précision que la NASA a baptisé la dite séquence 29 jours sur le bord. Sachant que les télescopes fonctionnent essentiellement comme des machines à remonter le temps, dans la mesure où il faut du temps à la lumière pour voyager dans l'espace, Webb, pour sa part,
étudie la lumière des galaxies les plus éloignées du cosmos. Le télescope observe en réalité comment l'univers était il y a des milliards d'années. Retour sur Terre pour parler environnement. Au Niger, la Grande Muraille Verte avance à petits pas. Le plateau lunaire de Simiri, ville située à une centaine de kilomètres au nord de Niamey, capitale du Niger, s'est transformé en un petit paradis pour la faune et la flore. Amel Zitouni. Au sol, des chèvres croquent des graines d'acacia, un arbuste aux redoutables épines très résistantes à la sécheresse. Des empreintes d'écureuils et de perdrix, des nuées de sauterelles dévorant les feuillages. Ce paysage du plateau de Simiri, relevé de l'utopie jadis, vu l'état caillouteux et désertique du terrain. C'est le fruit de ce pharaonique projet de l'Union africaine, la Grande Muraille Verte qui vise à restaurer d'ici 2030 100 millions d'hectares de terres arides en Afrique, sur une bande de 8000 km de long, allant du Sénégal à Djibouti, en passant par la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Nigeria, le Tchad, le Soudan, l'Érythrée et l'Éthiopie. En plus de stopper le désert, le projet est aussi axé sur l'accès à l'eau, à l'énergie solaire, ainsi que sur des volets socio-économiques. L'enjeu étant de fournir des emplois à une population minée par la pauvreté. Après une décennie de travaux, l'état d'avancement du projet est de 8 à 12% de l'ensemble selon les autorités locales qui estiment la valeur du projet à plus de 600 millions d'euros. De son côté, l'Union européenne, l'Organisation de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture, la Banque mondiale et d'autres organisations mondiales ont contribué à ce projet continental. Sport football dans le cadre de la préparation de l'équipe nationale algérienne pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun. Départ aujourd'hui d'une partie du groupe vers Paris avant de rallier Doha au Qatar. 2 matchs sont prévus durant le stage de préparation. Le premier face à la Gambie le 1er janvier, puis le 5 janvier face au Ghana. Ce premier départ concerne les staffs techniques et médicaux ainsi que quelques joueurs, y compris Islam Slimani qui nous a rejoints. Nous ferons escale à Paris afin de récupérer d'autres joueurs avant de faire cap sur Doha. Nous devrions partir pour le Cameroun le 6 janvier prochain, après le match de préparation face au Ghana. En tant que staff et partie prenante de l'équipe nationale, nous avons en tête un seul objectif, qui est celui d'aller le plus loin possible dans cette compétition. Et pourquoi pas revenir en Algérie avec le titre continental que nous défendons. Je pense que c'est cela la mentalité qui règne au sein du groupe. Et avant la fin de cette édition de la culture, clôture hier du Festival international de la bande dessinée qui a célébré le 9e art. Pendant 5 jours, les professionnels et amateurs ont été au rendez-vous. Emir Abidja y était également. Les chapiteaux de la 13e édition du Festival international de la bande dessinée ont été plantés du 28 décembre au 26 de ce mois. Le commissaire du festival nous raconte cette aventure. Nous sommes heureux que le 9e art algérien revienne avec des idées nouvelles, une autre manière de penser ce festival qui est totalement différent de ce qui est précédé. Et donc la bande dessinée, il faut dire que la bande dessinée est un héritage qui nous vient de nos aïeux, qui même avant l'indépendance de notre pays, étaient en train de défendre la cause nationale avec la bande dessinée, je cite. Notre place est primordiale et nous sommes leaders. L'Algérie est leader dans le monde arabe, dans la bande dessinée, en Afrique du Nord et en Afrique tout court. Donc il faudrait qu'on garde notre place, qu'on défende notre culture avec cet art. À l'honneur cette année, la Tunisie qui nous propose une exposition rétrospective du salon de la bande dessinée de Tazarka. Les artistes tunisiens reviennent sur leur participation. J'ai vu des cosplayers qui sont maintenant des amis et qui ont avancé énormément sur leur travail. C'est l'occasion jamais d'échanger, de se donner des conseils, etc. Je suis très honoré d'être ici parmi vous. Je viens avec mes travaux, mes livres pour les exposer et pour faire connaissance avec les artistes algériens. La FIBDA, c'est une occasion très rare en Afrique pour se rencontrer entre artistes africains, européens et maghrébins. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment nous aider en rentrant chez nous à avancer, à s'inspirer, à aussi nouer des contacts avec d'autres artistes.
Au programme, pendant ces 5 jours de fête qu'a connu la bande dessinée à Alger, des expositions, conférences, ateliers de formation avec des professionnels de renom, mais aussi des espaces gaming et des concours. D'ailleurs, comme chaque année, le concours cosplay a fait son effet. Lors de la clôture de ce festival, des prix ont été décernés dans plusieurs catégories du 9e art. L'un des gagnants nous parle de sa joie. Heureuse de participer et de m'habiller avec ce costume qui est magnifique à mon avis. Et j'encourage le jeune lecteur algérien, on va dire, de venir et de participer au FIBDA. J'aime faire ça parce que j'adore l'ambiance pour les enfants, pour les inciter à lire des BD, des mangas et tout, pour s'instruire. Cette 13e édition revient avec un nouveau souffle. Après une parenthèse causée par la Covid-19, ce retour est salué par tous les amateurs du 9e art. Fin de cette édition du 13h. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo avec Amalam Zianzitouni. Vous retrouverez Fatma Mahni pour l'édition de 19h. Bonne suite des programmes sur Al 24 News. À demain.